Bonjour et bienvenue dans Le Monde devant soi, le rendez-vous géopolitique de Slate. Je suis Hélène Decomer, rédactrice en chef de Slate et je suis en compagnie de Jean-Marie Colombani, cofondateur du site. Bonjour Jean-Marie. Bonjour Hélène. Avec nous à distance, Alain Frachon, éditorialiste au Monde et spécialiste des questions internationales. Salut Alain. Salut Hélène. Et on a convié aujourd'hui Ariane Bonzon, grand reporter. Bonjour Ariane. Bonjour à tous les trois. Nous vous invitons dans cet épisode parce qu'il est consacré à la Nouvelle-Calédonie et que vous y avez passé 3 semaines au mois de mars pour un reportage. Vous allez donc pouvoir nous apporter un éclairage de terrain. Cela fait 1 an que la Nouvelle-Calédonie est plongée dans une crise qui ne cesse d'empirer. 13 mois après les émeutes de 2024, déclenchées par la réforme contestée du corps électoral, la situation politique est complètement bloquée, ce qui empêche au passage l'économie de se redresser. Les négociations entre indépendantistes kanaks et loyalistes sont au point mort. Pire encore, chacun a radicalisé ses positions. Emmanuel Macron convie toutes les parties à Paris à la mi-juin dans l'espoir de trouver enfin un accord partagé sur le destin de l'archipel. Mais la défiance reste forte et les cicatrices des violences sont encore béantes. Jean-Marie Colombani, c'est un énorme bond en arrière qu'a connu la Nouvelle-Calédonie sur tous les plans. Et là, politiquement, on voit un durcissement des rapports de force. Est-ce que la société calédonienne est plus fracturée que jamais ? En tout cas, elle l'est de façon tragique et dramatique puisqu'il y a eu 13 morts et que la coupure, mais ça, Ariane nous renseignera mieux sur l'état d'esprit des Calédoniens, des Caldoches comme des Kanaks, mais s'est installée une coupure dramatique après les événements d'il y a 1 an maintenant et qui sont la préfiguration de ce qui guette en permanence la Nouvelle-Calédonie, c'est-à-dire une guerre civile. Et alors, ça me rappelait que la première sortie de crise instituée par Michel Rocard, alors que l'île basculait en effet dans la guerre civile à l'époque, elle avait accouché d'une idée assez forte et d'une idée très noble. Il s'agissait, et c'est ce qui a permis d'ailleurs le compromis et les années qui ont passé entre-temps au calme avant que ça ne redégénère, il s'agissait pour les Kanaks d'accepter l'idée que les Caldoches, les Européens et les autres ethnies d'ailleurs qui sont sur place ont le droit de continuer à vivre sur l'archipel. Et pour les Caldoches et les descendants notamment des Bagnards et des premiers éléments qui ont peuplé la Nouvelle-Calédonie, d'accepter l'idée que, bien, on devait réparation aux Kanaks pour le fait qu'ils ont été colonisés. Et donc, ça donne des droits et ça donne, voilà. Et l'idée, c'était, ensemble, à partir de ces 2 démarches, chacun va converger vers l'édification en commun d'une citoyenneté calédonienne. C'était ça l'objectif politique des accords qui avaient été négociés par Michel Rocard. Les accords de Matignon en 1988. Absolument. Et incarnés côté Kanak par Jean-Marie Tjibaou et côté Caldoche par Jacques Lafleur. Et donc c'était ça l'idée forte. Converger vers l'édification d'une citoyenneté calédonienne, qui ensuite permettait une évolution institutionnelle dans laquelle chacun pouvait se reconnaître. Et c'est ce mécanisme qui s'est enrayé parce que dans la programmation des choses avaient été inscrits des référendums sur voulez-vous ou non être indépendant. Et donc il y a eu 3 référendums successifs qui tous 3 ont donné la même réponse, c'est-à-dire non à l'indépendance. Mais dans un cas de figure où, j'allais dire, c'était presque 50-50, enfin on voyait bien que la fracture était là, et donc l'erreur d'Emmanuel Macron a été de s'embarquer derrière tous ceux qui disaient « Ah ben il y a eu 3 référendums, voilà, la messe est dite, donc maintenant on passe à autre chose ». Et donc on fermait toute possibilité d'évolution et de nouvelles discussions aux autres, c'est-à-dire aux Kanaks. Et donc les choses ont dégénéré de la pire des façons, parce qu'il y a eu un bain de sang, et puis parce que aussi on s'est aperçu que, par exemple, les jeunes Kanaks n'obéissent plus aux vieux chefs. Et que du côté Caldoche, on est aussi dans un processus de radicalisation terrible. Voilà où nous en sommes. Là-dessus est nommé l'ancien Premier ministre, Manuel Valls, en charge des Outre-mer. Il vient sur place, il est lui-même issu des équipes rocardiennes, donc il a une culture quand même qui devrait bien l'armer pour accoucher d'un compromis. Il n'y a pas réussi. Peut-être autour d'Emmanuel Macron, les choses vont-elles reprendre un autre cours et un cours plus apaisé. C'est ce qu'il faut souhaiter. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est qu'Ariane nous dise et nous raconte ce qu'elle a vu, ce qu'elle a entendu, comment elle apprécie sur place la situation dans ce maelstrom qui menace à chaque fois, je veux dire, à chaque jour de dégénérer. C'est bien de ça qu'il faut avoir conscience, c'est que on est sur un terrain inflammable
et qui peut basculer du jour au lendemain. Alors Ariane Bonzon, on vous écoute. À quoi ça ressemble sur place ? Oui, effectivement, en Nouvelle-Calédonie, on est très, très marqué encore et toujours par ce qui s'est passé en 2024. Les stigmates sur le plan économique, tout ça, on le voit quand on se promène. Mais surtout, il y a une radicalisation. Alors, le référendum n'a pas aidé, il a polarisé parce que la question, c'est oui ou non. Est-ce que vous êtes pour l'indépendance ou pas ? On aurait pu imaginer des référendums plus subtils. Est-ce que vous êtes pour une indépendance avec association à la France ? Et donc, le fait que ça soit un oui, non, polarise beaucoup la situation. On a souvent parlé d'un peuple assez pacifique, qui avait une forte capacité de médiation. Et comme l'a dit Jean-Marie Colombani, ça s'est un peu amenuisé. Et des gens qui sont proches des milieux kanaks disent qu'il y a un durcissement, un racisme même anti-blanc qui s'est mis en place. Donc, de ce côté-là, effectivement, il y a quelque chose et il y a très peu de points de rencontre. Par exemple, le sport où normalement, kanak, caldoche, je rappelle ce que sont que les kadoches. Les kadoches, ce sont les gens qui vivent là, qui sont d'origine européenne, qui sont parfois arrivés il y a très longtemps. Il y a très peu, par exemple, d'endroits mixtes pour faire du sport, ne serait-ce que ça. Donc, c'est vrai qu'il y a un durcissement, une communautarisation. Moi-même, j'ai été en Afrique du Sud il y a très longtemps et il y a eu un certain nombre pour moi, de points semblables, même si on ne peut pas comparer. Mais enfin, il y a effectivement un durcissement des communautés qui vivent vraiment entre elles. Ça, c'est très important. Sur le plan politique, il n'y a plus de personnalité comme ont pu l'être Lafleur et Djibaou. Même si le fils de Djibaou est en train de prendre le flambeau, il n'y a plus le même genre de personnes. Et il n'y a pas eu tellement de renouvellement politique dans le camp indépendantiste. En revanche, dans le camp des loyalistes, c'est-à-dire ceux qui ne veulent pas d'indépendance, qui veulent rester attachés à la France, il y a une nouvelle génération qui n'est peut-être pas tout à fait à la hauteur de ce que fut quand même Lafleur, qui a été le négociateur. Et on voit d'ailleurs au centre de Nouméa la statue de Jacques Lafleur et de Djimaou qui se serrent la main et qui ont été donc effectivement ceux qui ont signé l'accord avec Rocard. Et il n'y a pas eu peut-être de vraie succession de ce côté-là. Donc c'est ça qu'on sent, c'est-à-dire on sent une impasse, même si j'y reviendrai plus tard, je suis un peu plus optimiste que ce que je peux paraître là maintenant. Alors justement, vous dites qu'il n'y a pas de personnalité à la hauteur. C'est maintenant Sonia Backès qui est la chef de file des loyalistes et qui trouve que même Marine Le Pen n'est pas assez exigeante sur la situation. Donc là aussi, ça dit quelque chose de la radicalisation de ce camp-là. Les politiques semblent s'y casser les dents les uns après les autres. Manuel Valls, malgré plusieurs voyages sur place, plusieurs cycles de discussion. À présent, c'est Emmanuel Macron qui reprend le flambeau, si je puis dire. Qu'est-ce qu'on peut attendre, Jean-Marie, de cette réunion à Paris, si possible avec toutes les parties? On sait qu'elles n'ont pas toujours voulu toutes se déplacer. On peut en attendre qu'il y ait une vraie reprise de dialogue et qu'il se réenclenche une discussion qui porte notamment sur les questions institutionnelles, puisqu'ils sont au cœur du débat. Mais c'est vrai que le problème, ça va être avec quel interlocuteur. Parce que les indépendantistes eux-mêmes sont divisés. Il y en a qui sont franchement pour la discussion et pour essayer d'aboutir à un accord, et d'autres qui sont radicalement hostiles. Et même chose chez les loyalistes, puisqu'on a vu que Marine Le Pen était apostrophée d'une façon extrêmement virulente par des dits loyalistes qui lui reprochent de ne pas être maximaliste. Donc on voit bien là, ça illustrait parfaitement la coupure qui existe, qui fait que ça va être un sacré travail pour Emmanuel Macron d'arriver à accoucher d'un compromis. En tout cas, c'est trop tôt pour y penser. Je pense que la première étape, c'est acceptons de discuter avec le président de la République. Ce serait déjà pas mal. Un travail d'autant plus délicat, Alain Frachon, que la situation calédonienne attire l'attention des puissances étrangères, notamment de la Chine et de l'Azerbaïdjan, et il y a un rôle stratégique très important de ce territoire dans le Pacifique. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu les grandes lignes de ces enjeux? On est dans le Pacifique Sud. Alors, c'est une zone éminemment stratégique. Elle ne borde pas exactement la zone du Pacifique qui est la plus tendue, qui est le Pacifique occidental. Vous savez, on a l'impression que le Pacifique, c'est un peu comme l'Atlantique, on en fait vite le tour. Mais pas du tout, les distances sont gigantesques. Mais enfin, on est dans cette zone névralgique, on est dans cette zone où la Chine estime avoir une manière de tutelle en tant que puissance régionale dominante. Il y a eu ce mystère aussi de l'Azerbaïdjan qui, parce que nous avons des positions sur le génocide des Arméniens, et donc on est en conflit intellectuel ou historique ou culturel avec les nationalistes de Bakou,
qui du coup se sont mis à eux aussi exercer une influence en Nouvelle-Calédonie. Alors, quand on regarde la carte et quand on regarde les populations, c'est pas grand-chose la Nouvelle-Calédonie. C'est un archipel d'îlots. En tout, ça fait 270 000 personnes, dont je crois 200 000 à Nouméa, dans la capitale. Donc, vous voyez, ce sont des populations disséminées dans ce Pacifique Sud. Sauf que, précisément, le Pacifique Sud, c'est pas n'importe quoi. Et du fait de ses possessions, la France, qui doit être le pays au monde à disposer de la troisième surface maritime relevant de sa souveraineté, la France est présente. Alors, elle n'est pas vraiment présente dans le Pacifique occidental, mais elle est ici, elle défend l'internationalisation des eaux, elle défend le droit international, elle défend la résolution pacifique des différends qu'il y a entre la Chine et le Vietnam, entre la Chine et les Philippines, et ainsi de suite, puisque la Chine entretient des différends avec absolument tous ses voisins, notamment au bord du Pacifique. Et puis au cœur, vous avez la question de Taïwan qui peut provoquer un affrontement entre les États-Unis et la Chine. Voilà l'importance. Voilà, on peut dire qu'il y a une importance stratégique pour la France, même si elle est très éloignée. Et voilà d'où la nécessité pour les juristes et les politiques de faire preuve de créativité et d'imaginer, mais peut-être ce projet est-il sur la table, d'après le journal Le Monde, d'imaginer une sorte de souveraineté calédonienne en association avec la France. Ça nous ramène au tout début de la démarche de Michel Rocard, Premier ministre, qui avait envoyé sur place Edgar Pisani, ancien ministre du général de Gaulle, et qui avait plaidé pour une indépendance association. C'est-à-dire, il avait imaginé un système où le territoire serait indépendant, mais en même temps, pour un certain nombre de fonctions, rattaché malgré tout à la France. Dans un contexte qui était un contexte stratégique mouvant, moi j'ai connu la Nouvelle-Calédonie à l'époque où l'Australie cherchait à toute force à encourager les indépendantistes et à chasser la France de l'océan Pacifique. Et le casus belli, c'était les essais nucléaires à Mururoa, à l'atoll de Mururoa, qui est loin de l'Australie, mais c'était quand même dans la zone Pacifique. Et depuis, l'Australie a changé complètement de pied et considère que dans la zone, les dangers sont majeurs, l'impérialisme chinois s'affirme, l'Indonésie est un géant aussi, donc la présence de la France, du coup, devenait bienvenue. Et donc, c'est ce qui change aussi. Elle est bienvenue quand on regarde l'Australie, quand on regarde la Nouvelle-Zélande, quand on regarde aussi le récent voyage du président de la République en Indonésie l'a montré. Il y a un consensus maintenant pour cette présence française. À un moment où cette présence française va être frontalement menacée parce que ça fait partie des revendications des indépendantistes. Quand on leur dit oui, mais du coup, vous allez voir arriver la Chine, ils disent c'est notre problème. On fera ce qu'on a à faire avec la Chine. Donc on est tout à fait dans deux logiques différentes, mais ça montre qu'il y a des ramifications à cette question qui dépassent largement le cadre du sort de l'archipel lui-même, qui a été pendant la Seconde Guerre mondiale une plateforme, une sorte de porte-avions permanent, décisif dans les batailles du Pacifique. Les Américains avaient débarqué en Nouvelle-Calédonie et y avaient installé un arsenal considérable et en même temps un lieu de réserve, de remise en forme et de réarmement avant de repartir à l'assaut d'un certain nombre de bastions japonais dans l'océan Pacifique. Donc on a vu déjà une fois dans l'histoire un rôle stratégique fondamental. Eh bien, certains experts considèrent que ce rôle stratégique est en train de se réinstaller. Donc ça fait partie aussi des enjeux de la période. Ariane Bonzon, justement, est-ce que vous avez pu constater sur place une présence chinoise ou en tout cas, voilà, quelques éléments prêts à s'y installer si la voie se libère ? Bon, présence chinoise, il n'y a pas de population chinoise, quasiment pas, sur l'île elle-même. Ça n'est pas un partenaire commercial si important que ça. Et comme vous le disiez, il est utilisé comme épouvantail, quoi. À la fois d'ailleurs par les indépendantistes et par les non-indépendantistes. Mais il y a cette crainte, si vous voulez, quand même d'être livré aux Chinois qui est très présente. Il faut savoir qu'en Nouvelle-Calédonie, il y a cette crainte de la disparition, aussi bien chez les Kanaks que chez les non-indépendantistes. Il y a cette peur, au fond, d'être liquidé, quoi, en gros. Alors, ce qui se passe avec la Chine, c'est qu'elle est en train d'essayer de se positionner comme ayant un rôle humanitaire. On l'a vu au Vanuatu, quand il y a eu des typhons, elle est intervenue et elle a bien communiqué, alors que la France, les États-Unis et la Nouvelle-Zélande sont souvent des acteurs humanitaires, mais communiquent peut-être moins bien. Donc ça, c'est quelque chose d'important, parce que s'il y a une épidémie, s'il y a des problèmes, c'est souvent la France qui intervient en Nouvelle-Calédonie, c'est même tout le temps la France. Et la Chine essaye de se mettre sur ce créneau. Donc, il y a quelque chose à jouer pour la France et peut-être de faire mieux connaître
son rôle dans la région et évidemment en Nouvelle-Calédonie aussi. Jean-Marie parlait de l'accord de Rocard là, en 98. Moi, il se trouve que j'ai écrit un livre avec Michel Rocard et je lui avais dit, au fond, de quoi vous êtes le plus fier? C'était à la fin de sa carrière. Et il m'avait dit, c'est ce que j'ai fait en Nouvelle-Calédonie dont j'ai été le plus fier. Et quand on regarde ce qui s'est passé depuis 30 ans, on est effaré quand même par le gâchis que ça a été. En fait, comme l'a dit Jean-Marie, tout était presque en ligne, tout était presque tracé dans les accords de Nouméa. Il y avait un chemin à suivre et je parlais avec une des personnes qui avait négocié dans les accords de Nouméa en 98 et qui avait presque les larmes aux yeux disant mais on avait tout mis en place. Bon, évidemment, c'est facile de dire ça, mais il y a eu beaucoup de gâchis, il y a eu beaucoup d'argent qui a été mis. Et c'est d'ailleurs encore aujourd'hui ça qui va peut-être permettre un accord. C'est-à-dire que là, on sort encore 1 milliard d'euros qui doivent être un peu suspendus à la fois aux réformes et à la conclusion d'un accord. Mais bon, il y a eu beaucoup d'investissements, il y a beaucoup de choses qui sont faites en Nouvelle-Calédonie. On le sait très bien d'ailleurs dans le Pacifique, on sait très bien que le niveau de vie, alors c'est un peu catastrophique à cause des événements de 24, là il y a une chute sur le plan économique, mais enfin il y a une bonne image de ce qui se passe en Nouvelle-Calédonie sur le plan social, sur le plan protection sociale, sur le plan de l'économie tout de même. Et donc ça, peut-être que pendant 30 ans, ils ont un peu vécu sur ces acquis des accords de Nouméa. Est-ce que Ariane peut revenir sur ce côté complètement farfelu et pour le coup surréaliste de l'influence de l'Azerbaïdjan dans le Pacifique Sud, un pays du Caucase quand même assez éloigné des questions du Pacifique Sud? Qu'est-ce qui se joue avec l'Azerbaïdjan? D'abord, il faut savoir que c'est une des personnalités kanaks qui est allée les chercher. Quand à un moment, l'Azerbaïdjan avait une présidence d'une commission aux Nations Unies et cette personnalité kanak est venue le voir. Donc, il s'appelle Ouamitan, Roch Ouamitan. Il m'a dit, oui, c'est moi qui suis allé les chercher. Et je lui dis, mais quand même, vous êtes allé chercher un pays dictateur, vous qui êtes un théologien, parce c'est un catholique théologien, vous allez aller prendre un pays qui n'est pas nécessairement, qui est très anti-arménien, alors que arménien, c'est le berceau de la chrétienté. Il dit, oui, mais enfin, rappelez-vous ce que nous faisions en Libye, on était même entraînés en Libye, et là, ça va pas si loin, quoi. Donc, l'Azerbaïdjan c'est pas un mariage ou en tout cas une proximité si critiquable que ça. Alors, comme l'a dit effectivement Alain, l'une des raisons pour lesquelles l'Azerbaïdjan joue cette carte, c'est qu'elle trouve que la France lui donne des leçons face à l'Arménie, que la France soutient l'Arménie. Or, l'Azerbaïdjan, avec la Turquie et le soutien aussi d'Israël, a remporté une victoire sur l'Arménie en procédant à la reconquête d'un certain nombre de territoires que l'Arménie avait récupérés d'une certaine manière après la dissolution de l'Union soviétique, qui en fait appartenaient sur le plan, en tout cas géopolitique, à l'Azerbaïdjan, mais qui avait une forte présence arménienne. C'est pourquoi l'Arménie considérait que c'était le berceau de la civilisation arménienne et qu'elle voulait ces territoires. Donc voilà, ça a été, si vous voulez, un de ces conflits gelés à la suite de l'effondrement de l'Union soviétique, où l'Arménie avait occupé un certain nombre de territoires, récupéré un certain nombre de territoires historiques, et en 2020, l'Azerbaïdjan, avec la Turquie et Israël, a récupéré ces terrains. Et là, la France n'a pas contesté tellement ça, mais a armé la petite Arménie, a soutenu la petite Arménie au sein de l'Union européenne face à l'Azerbaïdjan. Et donc, l'Azerbaïdjan prend sa revanche d'une certaine manière en Nouvelle-Calédonie. Elle a envoyé, on m'a raconté que elle a envoyé des faux journalistes, des agents qui surveillaient un certain déplacement ministériel. Et le drapeau d'Azerbaïdjan, on le voit assez souvent. Mais je ne crois pas que ça va beaucoup plus loin. Enfin, en tout cas, je n'ai pas réussi à avoir d'éléments selon lesquels elle a armé, par exemple, le soulèvement de mai 2024. Mais il y a cette idée chez les Kanaks, enfin, on a quelqu'un qui porte notre voix aux Nations Unies et qui fait un peu peur à la France. Voilà, c'est plus au niveau des représentations peut-être que du soutien très concret. Cela dit, une fois de plus, quand je suis allée faire une interview de ce leader kanak, qui est une vieille figure, dans son bureau, il y avait Initiative de Bakou, c'est-à-dire cette initiative créée par l'Azerbaïdjan en soutien à toutes ces anciennes colonies françaises ou ces néo-colonies françaises, qui est effectivement une sorte de stratégie d'affaiblissement de la France dans le monde, ça c'est sûr, en donnant la voix à un certain nombre de responsables de ces pays, ça peut être la Réunion, ça peut être Mayotte, ça peut être la Nouvelle-Calédonie, en les invitant en Azerbaïdjan, et ça,
ils font, ça c'est une chose qu'on fait assez classiquement, ils leur déroulent le tapis rouge, ils leur offrent des hôtels formidables. Ils m'ont raconté, là, il y a une dizaine de néo-calédoniens qui ont été invités en Azerbaïdjan avec les honneurs, si vous voulez, et on les considère. Et on les traite bien, on les met pas dans des petits hôtels de rien du tout. Et ça, ça fait partie du symbolique, mais c'est très important. Merci beaucoup Ariane Bonzon pour ces éléments très précis. Merci Jean-Marie Colombani et Alain Frachon pour vos analyses. On continuera à suivre bien évidemment attentivement la situation de la Nouvelle-Calédonie. À bientôt. Merci Hélène. Merci Hélène, au revoir. Le Monde devant soi est un podcast produit par Slate Podcast. Production éditoriale et présentation, Hélène Decommer. Prise de son, montage et réalisation, Aurélie Rodriguez.